Je dis toujours à mes leaders, si vous ne rentrez pas dans votre entretien individuel dans la salle en étant certain que ça va être d'abord un moment authentique et un moment de proximité avec votre collaborateur ou collaboratrice, c'est pas la peine d'ouvrir votre ordinateur ou votre calepin. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je reçois Bastien Grandgeorges, CEO de Decathlon France. C'est en tant que leader qu'il vient témoigner dans l'émission, fort d'un parcours de 23 années au sein de la même entreprise, jalonné notamment de plusieurs expériences internationales qu'il va nous raconter. Il va nous livrer sa vision du leadership, ses convictions managériales et nous parler de cette culture d'entreprise singulière. En France, Decathlon, cela représente un effectif de 16 000 collaborateurs, 320 magasins et 12 entrepôts. Nous parlerons du lien entre le sport et le management, de la place centrale accordée à l'humain et de la manière dont un modèle performant peut continuer à s'adapter dans un monde devenu hautement incertain. Mais au-delà de la fonction, nous allons tenter de découvrir l'homme, ses convictions, ses moteurs, ses leviers et aussi ses doutes. Alors, si vous êtes prêts, c'est maintenant, bienvenue dans Momentum. Salut Bastien, merci d'être avec nous. Salut Christophe, merci de l'invitation. Je ne peux pas m'empêcher de te poser la question qui m'est venue tout de suite et qui va alimenter notre échange, mais comment on arrive dans le commerce à ce niveau de responsabilité que tu as aujourd'hui et qu'on est issu d'une famille de médecins? Eh bien, ça commence très fort. Effectivement, c'était peut-être pas naturel au tout départ pour moi. Je suis originaire effectivement d'une famille du milieu médical, pas que des médecins, mais du milieu médical, de père en fils et de frère en sœur. Et par contre, moi, quand j'étais jeune, je faisais du sport, du tennis en l'occurrence. Et en rentrant du tennis, quand j'étais au collège, j'avais trouvé une passion qui était de passer à côté du golf, de ramasser des balles de golf et de les revendre pour rendre service aux golfeurs qui perdaient leurs balles dans les lacs. Tu faisais ton commerce alors. Et je découvrais mes premiers pas en commerce. Et ensuite, de fil en aiguille, je me suis essayé à quelques petits échantillons de commerce et qui m'ont fait palper du doigt que j'adorais cette relation avec les clients. Et donc, j'ai décidé, même si ça n'a pas été simple dans cet environnement, de choisir ma voie, une autre voie, et qui m'a amené vers le commerce. Par contre, le naturel m'a quand même rattrapé très vite parce qu'il se trouve que mon épouse est médecin, elle. D'accord. J'ai envie qu'on creuse un peu ton parcours et ta vision du leadership, notamment par rapport à 23 années d'expérience que tu as. Je crois que tu as eu au départ un parcours assez classique chez Decathlon, qui est un parcours magasin. Donc par quel poste es-tu passé? Qu'est-ce que tu en as appris? Oui, merci pour cette question. 23 ans dans la même entreprise, pour être très honnête, ce n'est plus classique. Ce n'était déjà pas classique à l'époque où je suis rentré sur le marché du travail, à la fin de mes études. Quand j'ai postulé chez Decathlon à l'époque, je ne postulais pas pour y faire carrière durablement. Et je m'en rappelle très très bien, parce que j'ai rappelé 15 ans plus tard la personne qui avait eu l'audace de recruter un petit jeune comme moi pour le remercier de m'avoir recruté. Et il m'a dit la chose suivante, il m'a dit « Mais ce qui m'avait marqué dans ton entretien, c'est que tu m'avais avoué que tu souhaitais prendre une expérience de 3 ans, parce que toutes les entreprises demandaient une expérience de 3 ans. » Donc, je n'avais pas prédit que je resterais dans l'entreprise. 23 ans plus tard, j'y suis toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être toujours en formation et que à chacune de mes années, mais chacune des missions qui me sont confiées, j'ai l'impression que c'est une nouvelle ligne de départ. Et donc en fait, ces 23 années, ce n'est pas un bloc de 23 ans, c'est un cumul de dizaines d'expériences qui ont jalonné mon parcours jusqu'à présent. Sur ces 23 années, il y a un temps à l'international. Combien de temps? Combien d'années? Oui, alors mon parcours, pour le faire très très rapidement, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est bien sûr rentrer au contact des métiers de terrain, hein, donc en magasin, en stage en magasin, puis en responsabilité de rayon en magasin, puis en direction de magasin. Donc tout ça, ça a été fait sur le territoire en France, dans plusieurs magasins et plusieurs régions. Et donc cette période, on va dire, de formation au service du client en France et de mes collaborateurs, ça a duré 10 ans. Et au bout de 10 ans, j'avais toujours évoqué, de par certaines expériences, que j'avais eu plus jeune,
la volonté de m'expatrier, de découvrir le monde. Hein. Et donc j'avais évoqué à mon entreprise cette opportunité-là, et un jour, cette opportunité s'est présentée à moi, et donc après 10 ans de formation en France, je suis parti à l'étranger pour prendre successivement plusieurs responsabilités, d'ouvrir des pays pour l'enseigne Decathlon, donc successivement en République tchèque et Slovaquie, ensuite en Asie du Sud, basé à Singapour, et ensuite en Irlande, basé à Dublin. Donc une deuxième parenthèse de 10 ans dans 3 pays et 3 cultures différentes qui m'ont rythmé à la fois ma vie professionnelle, mais aussi énormément sur ma vie personnelle et familiale. Et je suis de retour en France, depuis 3 ans sur le poste de leader de Decathlon France. Et donc justement, on va y revenir après. Je voudrais qu'on reste un petit peu sur le côté international. Comment tu es arrivé à équilibrer justement le plan perso et professionnel, parce qu'on emmène quand même une famille, donc ça veut dire quand même d'être bien synchronisé avec tout le monde. Comment tu l'as vécu ça, et comment tu as réussi à garantir cet équilibre ? Oui, alors l'équilibre vie perso, vie pro, c'est un des sujets qui fait couler beaucoup de lignes dans les médias, dans les questions. Les jeunes recrutés me questionnent énormément là-dessus. J'étais encore hier avec des jeunes directeurs et directrices de magasins. C'est leur questionnement principal, le fait de s'équilibrer professionnellement et personnellement. L'apprentissage que j'ai eu moi sur ces 23 premières années, c'est qu'en fait c'est pas un équilibre à 2 jambes, c'est pour moi un équilibre, c'est un triptyque où j'ai pu découvrir, aussi en faisant certaines erreurs, et on pourra y revenir si tu veux, j'ai pu découvrir que j'avais besoin d'un équilibre entre, bien sûr, un ancrage positif et un engouement professionnel, bien entendu, mais que cela n'était pas valable si je n'avais pas un deuxième ancrage d'abord individuel, et celui-là chez moi c'est la pratique de mon sport. Voilà, je suis un pratiquant de running, des sports du triathlon, et j'ai besoin d'avoir ces moments à moi pour me ressourcer. Et un troisième triptyque que tu évoquais, mais qui est aussi important que les deux autres, qui est l'équilibre familial avec mes tiers privilégiés, on va dire. Donc c'est clairement, pour moi, c'est mon épouse et mes 3 enfants que nous avons eus ensemble, et pour certains d'entre eux à l'étranger, et sans lesquels, très honnêtement, je ne pourrais pas me réaliser ni sur le pilier personnel, ni sur le pilier professionnel. Donc c'est bien un travail d'équipe, on va dire. On dit souvent avec mon épouse d'ailleurs, on est une équipe dans le cheminement de notre projet. C'est notre projet de vie, mais c'est aussi en conséquence mon projet professionnel. Comment, sur une expérience internationale avec les différents pays dans lesquels tu es allé, il y a forcément un choc des cultures. Comment tout ça a bousculé un petit peu les codes que tu avais, notamment du management, qui était essentiellement français au départ? Qu'est-ce que tu en as appris et qu'est-ce que ça a bousculé chez toi? Plusieurs éléments de réponse. Le management interculturel, je me l'imaginais, parce que on l'avait évoqué dans nos cours, j'avais lu des choses là-dessus, se confronter à la réalité, à la double réalité en fait, d'un management dans une culture et une langue différentes. C'est un premier pan de la différence. Et un deuxième pan de la différence, c'est de savoir repartir à zéro, parce que la culture à l'étranger de Decathlon, de mon entreprise, était complètement différente de ce qu'elle était en France, le pays qui m'avait formé. Pour être très transparent, je suis parti avec l'image et toute la formation d'une entreprise qui en France est reconnue depuis des dizaines d'années. Mais lorsque je suis arrivé avec cette même formation du management, ces mêmes outils à l'étranger, dans un pays où Decathlon n'était pas connu, j'ai dû apprendre que les recettes qui marchaient de manière naturelle en France, il fallait tout simplement que je les réimplante. Ça ne veut pas dire les changer, mais que je les réimplante. Et donc c'était vraiment une double découverte. J'ai pris certains apprentissages, certains murs, certaines déceptions. Je me rappelle, si je peux donner une petite anecdote. Oui, raconte-nous, au contraire, je pense que ça intéressera les auditeurs. Moi, j'adore raconter celle-ci. J'étais un jeune leader de pays, j'avais 33 ans en arrivant à Prague, et j'avais bien sûr l'ambition d'ouvrir et de développer la future enseigne préférée des Tchèques, parce que c'était tout simplement ce qu'on avait réussi à construire en France. Et je me rappelle très très bien qu'à la signature de nos premiers magasins, au scénario de recrutement, je reçois un candidat et qui s'assoit, donc dans un anglais approximatif, pour lui, mais aussi bien sûr pour moi, parce que le tchèque, j'étais en train de l'apprendre, je ne le parlais pas encore. Et là, le candidat, moi j'allais partir sur un entretien d'embauche comme on le fait classiquement. Avec la même trame, la même méthode. La même méthode et la même confiance en moi. Je recrute pour être le leader, et la personne en face
me dit, avec beaucoup d'ingénuité, me dit, mais avant qu'on commence l'entretien, Monsieur Grand-Georges, est-ce que vous pouvez me donner 2 raisons pour que je rejoigne votre entreprise ? Et là, ce jour-là, je me rappelle avoir réagi de manière peut-être avec un peu d'orgueil, parce que sûrement trop jeune, mais j'ai énormément appris, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est exactement comme avec nos clients qui passent la porte de nos magasins chaque jour. Mais là, nos candidats, on doit leur démontrer par la preuve, par l'exemple, que nous allons construire une success story, mais que rien n'est gagné. Et donc j'ai appris en humilité énormément à partir dans un autre territoire que la France. Oui, parce qu'il y a aussi, tu parlais, il y a la culture, mais il y a aussi arriver à se faire comprendre par le langage. Donc, en l'occurrence, ça c'était l'anglais. Ouais. Et donc, il y a certainement des moments où tu te rends compte qu'entre ce que tu veux expliquer, exprimer, et la façon dont c'est compris, il doit y avoir des fois un monde d'écart, non ? Ouais. Même plusieurs mondes, parce qu'il y a bien sûr l'anglais, où quand il s'agit de faire une réunion en anglais, après 10 ans avoir passé en France, la réalité, c'est qu'on est confronté à la réalité de l'immédiateté. Passer une journée complète dans une langue étrangère, ça nécessite bien sûr une approche et une énergie qui est un peu différente que dans sa langue natale. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pour toutes les entreprises pareilles. Ce qui était assez frappant, étant donné qu'au départ, je ne parlais pas le tchèque en arrivant là-bas, et que mes collaborateurs, eux, ils n'étaient pas fluents non plus en anglais. Français. Voilà, c'était notre dénominateur commun, et donc on avait un intérêt commun à se faire comprendre, mais moi je savais qu'il était nécessaire que très vite je mette l'énergie pour apprendre la langue, parce que forcément, quand on n'est ni sur une langue légitime pour un interlocuteur ni pour l'autre, eh ben, ça ne peut pas être la même fluidité. Et donc j'ai appris le devoir d'adaptabilité, et donc j'ai dû apprendre à marche forcée à pouvoir m'exprimer avec mes vendeurs et les vendeuses de mon pays dans la langue tchèque. Et donc c'était un énorme apprentissage pour moi, parce que naturellement j'étais loin de m'imaginer que j'étais capable de le faire. C'est un nouveau challenge, mais en fait sous la contrainte, on s'y force, et 2 surtout, j'ai pu voir l'activation au niveau de mon équipe en direct, de la différence entre la période où je manageais que en anglais, avec la période où je pouvais m'exprimer dans la langue de l'entreprise que j'étais en train de monter. C'est quelque chose que tu as réussi à reproduire ensuite en capitalisation sur l'Irlande ? Oui, exactement. Alors d'abord en Asie, c'était un peu plus simple, parce que la langue officielle de Singapour était l'anglais, mais j'en profite pour te partager le côté interculturel que j'ai pas abordé jusqu'à présent. J'avais déjà été frappé, on va dire, de curiosité quand j'ai vu la différence de management entre, on va dire, le management pas français, mais peut-être latin que nous avons, nous, ici en France, et tout simplement le management que je devais avoir, qu'on avait, ou que mes équipes avaient dans les pays d'Europe centrale, slaves. Les mêmes personnes, le même continent européen, mais par contre l'approche du management, l'approche des codes de verbaux et non verbaux, totalement différents, et donc du coup que j'ai dû apprendre à maîtriser, ou en tous les cas à comprendre. Et justement, ces écarts qu'il y a, tu peux nous donner 1 ou 2 exemples, ce qui fait vraiment la différence? Si on prend par exemple Singapour, les codes, tu parlais de verbal, non-verbal, quelle est la différence? Il y a un rapport au travail, il y a un rapport à la hiérarchie par exemple, qui est complètement différent dans telle ou telle culture. Moi, je ne m'imaginais pas qu'il y ait autant de différences. Bien sûr, j'avais bien en tête que dans les films, le management asiatique, japonais notamment, ou coréen était clairement bien différent du management européen. Ce que j'ai pu découvrir, que ça soit en République tchèque, Est-Europe ou en Asie du Sud, c'est que quand on a en face de nous, par exemple, de manière très concrète, dans les équipes de Singapour, à Singapour, il y a 4 typologies de personnes. Donc il y a des origines chinoises, il y a des origines de Malaisie, il y a des origines indiennes, et il y a des origines eurasiennes. C'est multiculturel. Et là, c'est complètement multiculturel. La réalité, c'est que j'ai pu apprendre que, tout simplement, par exemple, et c'est pas une critique, c'est un constat, un Singapourien d'origine chinoise ne pouvait pas, dans certains cas de figure, être managé par quelqu'un d'origine malaisienne.
Mais moi, ça, je l'ai appris sur le tas, parce que bien sûr que nous, dans notre management, nous ne faisons aucune différence. Mais culturellement, j'ai été confronté à un collaborateur, je me rappelle très bien, qui me dit culturelle pour moi, j'aime la boîte, mais je ne peux pas m'exposer avec un leader, un patron qui n'est pas chinois. Je l'ai vécu. Et ça, forcément, l'idée, c'est pas de lutter contre ou d'imposer quoi que ce soit, c'est tout simplement de s'adapter, parce que naturellement, l'objectif, c'était bien d'implanter la culture d'entreprise de Decathlon, donc de mon entreprise. Voilà, nous, on voulait un brassage des origines, ce que l'on a réussi à construire avec mon équipe. Et du coup, toute cette expérience, en quoi elle a nourri le leader que tu es aujourd'hui ? Je ne sais même pas si tu as une définition, toi, de ce qu'est un leader, parce qu'on peut y mettre beaucoup de définitions. Je ne sais pas si je peux te poser même peut-être cette première question. C'est quoi la définition d'un leader pour toi ? Pour moi, un leader, c'est quelqu'un... Si je devais résumer pourquoi je me lève le matin, je pense que c'est... un leader, c'est quelqu'un qui prend soin. Prendre soin de deux choses. Leader d'abord d'un actif humain, dans mon entreprise, c'est de prendre soin que chacune des collaboratrices soit dans un environnement qui soit propice à ce que la personne s'épanouisse, prenne les bonnes décisions et tout simplement donne le meilleur d'elle-même. Et deuxième pan, peut-être, du leadership, à mon avis, c'est le même verbe, prendre soin. Mais prendre soin de ce que j'appelle l'actif d'entreprise, pour moi, c'est le projet d'entreprise. Voilà, donc si je devais résumer, moi, tous les matins, je me lève en me disant, aujourd'hui, je vais faire mon maximum pour prendre soin de mes 16 000 collaborateurs, les porteurs de gilets bleus, dont je suis très très fier, et pour leur donner les meilleurs moyens, le meilleur support, le meilleur environnement, mais je ne vais pas faire à leur place, pour qu'ils puissent décider, et tout en étant certain, au niveau cadre stratégique, que je prenne soin d'une entreprise qu'on m'a confiée, et à un moment donné de ma carrière, et à un moment donné de l'histoire de l'entreprise, et qu'à un moment je vais rendre à quelqu'un, dans une logique de mandature qui pour moi est très saine. Et donc c'est simplement essayer de protéger, de prendre soin de ces deux actifs. Donc il y en a un qui est humain, l'autre qui est un peu plus imperceptible, mais les deux doivent bien être travaillés ensemble. Pour moi, c'est ça. Quelle est la facette, je reste sur le côté leadership, mais quelle est la facette de ta personnalité que tu as dû le plus apprivoiser pour justement leader la France, donc d'avoir le niveau de responsabilité que tu as aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'a demandé le plus d'efforts ? L'élément de réponse, il sera complémentaire à ta question précédente sur qu'est-ce que j'ai appris le plus des années finalement qui m'ont amené à ce qu'un jour quelqu'un décide avec beaucoup d'audace, encore une fois, et merci, de me confier cette responsabilité de Decathlon France. Je pense d'abord, premier élément de réponse, c'est que toutes ces périodes passées à l'étranger, encore une fois, dans 4 pays, des cultures différentes, j'ai été percuté par quelque chose que je n'imaginais pas, que je mettrais sous le mot de l'émerveillement, en fait, à la limite même de la naïveté. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible de me faire percuté positivement par les différences que l'on voit d'une entreprise à l'autre, parce que l'entreprise de Decathlon en République tchèque est différente d'en France, est différente d'en Irlande, donc les cultures, on en a parlé, sont différentes, le management est différent, et moi ça m'a percuté positivement, et du coup je me suis découvert quelque chose qui me donne envie de donner à tout le monde, c'est mais ouvrons grand les yeux, regardons bien ce qui se passe ailleurs, parce que ça nourrit énormément. Donc je pense que j'ai appris par la force des choses, encore une fois, à voir que il y avait plusieurs façons de faire en fait. Et je pense que ça m'a construit une certaine ouverture. Et pour répondre maintenant très concrètement à ta question, spécifiquement sur la responsabilité de cette belle entreprise de Decathlon France, ce qui me percute le plus, ce qui me demande peut-être le plus d'énergie, ou ce sur quoi je dois me plus le concentrer, c'est de tout simplement faire en sorte que dans un contexte que l'on sait très incertain, de conduire une entreprise d'un tel actif historique, d'une puissance sociale. La puissance économique, sociale. Quand je dis puissance, c'est pas de l'orgueil, c'est simplement c'est une empreinte physique sur le sol français. Une entreprise Decathlon, 99,9% de notoriété. Exact. Donc on est dans le cœur des Français, le partenaire sportif préféré des Français depuis 50 ans. Moi, ça m'honore, ça me gratifie, bien sûr, mais surtout, ça nous oblige. Moi, ça m'oblige, ça me met une pression saine, comme j'aime bien dire à mes équipes.
de nous surpasser pour tout simplement, protéger ce qu'on a réussi à construire, et arriver à toujours être innovant pour pas devenir une entreprise has-been en fait. Et donc finalement, la raison d'être principale, je pense, de mon rôle, c'est d'arriver à conduire ces deux pans de notre entreprise, qui est de continuer à renforcer ce qui a fait le succès de Decathlon et ce pourquoi on est une entreprise si aimée, si proche. Et mon devoir, c'est d'arriver à le protéger donc sur ses fondamentaux, et en même temps, et c'est bien en parallèle, d'arriver à trouver les clés stratégiques, tactiques et surtout humaines pour que dans 10 ans, on se dise en fait on a accumulé des nouvelles sources d'innovation et on continue à amalgamer cette success story. Je le disais en introduction, Decathlon France, c'est 16 000 collaborateurs, donc prendre soin, je me doute que tu ne peux pas prendre soin directement des 16 000 collaborateurs, mais c'est quand même une grosse responsabilité. C'est 320 magasins, 12 entrepôts. Comment et pourquoi on accepte une telle responsabilité ? Au-delà du fait que, si on a un petit peu d'ambition, c'est une belle responsabilité, mais comment on l'accepte ? Alors, pas facile comme question, pour la bonne et simple raison, et là, en toute transparence, c'est un poste que moi je n'ai jamais mis dans mes desiderata. On a un schéma de management. C'est pas quelque chose que tu voulais ? J'ai jamais postulé à quoi que ce soit, pour la bonne et simple raison que je ne pense pas que ça soit le type de poste que l'on prenne simplement par ambition de représentation en fait. Pour la bonne et simple raison, et je pense intimement que si on le fait pour ces raisons, on ne se donne pas les meilleurs moyens de réussir. Et moi, j'adore dire, maintenant ça fait 3 ans que je suis en France, j'adore dire que le fait de m'être affranchi dès le début d'une quelconque ambition de titre, en fait. D'ailleurs, moi, je m'appelle jamais directeur général. Moi, je suis un gilet bleu comme tous mes gilets bleus. Et dès que je peux, je suis excessif dans la façon de le revendiquer parce que j'y crois profondément. Depuis que j'ai été stagiaire jusqu'à chaque jour où je porte le gilet, j'estime qu'en fait, oui, on me confie le rôle pendant une certaine période de conduire cette entreprise, mais en aucun cas je le fais ça vient nourrir une quelconque ambition. Une fierté, oui, bien sûr. Je ne serais pas en face de toi à ce rôle-là si ça ne me rendait pas fier, bien sûr. Mais par contre, le fait de le faire simplement par ambition, je pense que on ne peut pas embarquer 16 000 personnes comme ça, je ne pense pas. Et en tous les cas, moi, c'est pas comme ça que je le vis. Donc, je n'avais pas postulé pour ce rôle-là. Mais par contre, effectivement, quand on m'a posé la question, quand on m'a proposé la fonction il y a quelques années, je me suis mis en réflexion avec mon triptyque, le fameux triptyque de tout à l'heure, professionnel, bien sûr professionnel, ça cochait la case, parce que faire partie de l'équipe dirigeante de l'entreprise préférée des Français, ça claque, on va dire, sur LinkedIn. À l'époque, je n'étais même pas sur LinkedIn, donc je le fais même pas pour ça, mais entre guillemets, professionnellement, c'était pas mal. Mais surtout, j'ai passé beaucoup de temps à travailler la réflexion au titre personnel. Moi d'abord, c'est est-ce que je vais pouvoir, dans cette mandature, trouver la ressource pour moi pratiquer. Moi, c'est du sport. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être la musique, ça peut être, peu importe, la lecture. Pour moi, c'est le sport. Est-ce que cette fonction-là me permettra, ou est-ce que je pourrais faire cette fonction tout en garantissant un minimum de moments de parenthèse pour que ça me ressource ? J'ai beaucoup pris de temps pour me dire, si je prends cette mission-là, ça sera à cette condition. Et le troisième triptyque, c'est bien sûr, on va dire, c'est un contrat d'équipe, avec un pacte d'équipe avec ma famille, parce que on s'engage pas dans une aventure de cette responsabilité tout seul. Moi, j'ai beaucoup de déplacements, je suis au contact de mes équipes 3 semaines sur 4, et donc forcément, je ne pourrais pas le faire sans le soutien de ma femme d'abord, Séverine, et de mes enfants qui cautionnent en fait le fait que pendant une parenthèse de ma vie professionnelle, encore une fois, je m'éclate à faire ça. Mais avant tout, et ça sera ma conclusion, ce qui me nourrit le plus, pourquoi j'ai accepté ça, c'est que et je le confirme maintenant, c'est qu'en fait, chaque jour qui passe, je m'éclate à faire mon job, au contact des décathloniens et décathloniennes. Et ça, c'est le meilleur moteur, en fait. Tu m'évoquais, Bastien, aussi, en préparation de cette interview, que la peur que tu as pu avoir de prendre cette responsabilité, parce que la France reste une grosse locomotive, et t'es dans la poursuite de l'entreprise, tu me disais que finalement, ce qui t'avait aidé, c'est la confiance. Oui. La confiance des personnes qui t'ont nommé. Peux-tu nous raconter ? J'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Ouais, et merci.
Si tu l'avais pas fait, je me serais permis de le faire directement à la caméra parce que la notion de peur, elle est... moi, je vois souvent sur LinkedIn, tout va bien, tout est bien, que des success stories. La réalité, c'est que la peur fait partie intégrante, je pense, de la responsabilité. Elle permet tout simplement de poser le temps de la réflexion si j'ai peur, j'analyse le risque gagnant, le risque perdant d'une décision. Et donc moi, j'adore dire, oui, j'ai très souvent peur. Mais c'est une peur qui est motrice, c'est pas une peur qui immobilise. Et moi, j'adore dire ça. Et si j'ai pas peur, à la limite, je fais très attention parce que je pourrais pécher soit par orgueil, soit je pourrais rater quelque chose. Donc je pense que la peur est saine. Et donc effectivement, moi, quand on m'a proposé le rôle, bien sûr que j'ai eu peur. De ne pas être à la hauteur d'abord, de mes collaborateurs. Parce que j'étais parti de France 10 ans plus tôt, mais la France m'avait formé, la France avait financé mes projets d'expansion à l'international. Cette peur-là, elle était contrebalancée par la fierté de pouvoir rendre avec toute l'énergie que je peux donner au quotidien, donc à ce très beau projet, à l'équipe France, ce qu'elle m'avait donné les 10 ans d'avant. Donc la peur, oui, mais par contre, c'est un des éléments j'ai envie de dire, pour nourrir l'énergie du leader. Donc moi j'aime bien dire, c'est sain d'avoir un peu peur. Et à tous les niveaux de responsabilité de l'entreprise, c'est-à-dire que pour un manager, même qui arrive dans ses nouvelles fonctions ou qui change, qui évolue, c'est quelque chose de normal. Donc rassurer aussi peut-être les managers aujourd'hui que c'est quelque chose de normal et peut-être même rassurant et sécurisant d'avoir peur. Moi je pense en tous les cas, mon expérience m'a montré que l'évolution que j'ai pu avoir, ou que j'ai pu construire plutôt, parce que ça tombe pas du ciel, que j'ai pu construire avec les différentes expériences, à chaque fois, les évolutions ont été jalonnées de périodes de prise de risque. Qui dit prise de risque, dit peur, dit réflexion. Et encore une fois, c'est de la peur. C'est une peur positive. Et donc je dis au contraire, je dis à tous les jeunes qui rentrent dans l'entreprise, tous les futurs leaders, c'est au contraire, entraînons-nous à avoir peur sur des petites décisions, sur des petits périmètres. Je donne un exemple très concret. Aujourd'hui, par exemple l'année dernière, j'ai dû prendre la décision avec mon équipe de direction, mais j'ai dû, lancer une décision de renouvellement de notre parc de magasins, de modernisation de notre parc de magasins, c'est des décisions qui sont à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et donc forcément, quand on est en responsabilité, en mandat social sur une entreprise comme la mienne, c'est des décisions qui peuvent faire peur en fait d'engager autant d'argent et voilà, de capital pour nos actionnaires, pour nos coéquipiers qui sont eux-mêmes actionnaires. La réalité, c'est que ce qui me permet aujourd'hui d'appuyer sur des boutons d'investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros, comme de manière très concrète, on investit dans la rénovation du magasin de Montpellier que j'ai vu il y a 3 semaines. Aujourd'hui, je le fais sans fébrilité parce que dans ma carrière, on m'a donné la confiance, mes leaders m'ont donné la confiance pour prendre ces types de risques à petite échelle. Et si je donne un exemple très concret, quand j'étais directeur de pays, donc CEO déjà à Singapour, je me rappelle très très bien avoir appuyé sur un bouton d'un investissement de 600 000 euros pour un entrepôt et je me suis trompé. J'ai failli partir en faillite et j'ai beaucoup appris. Heureusement, j'ai corrigé mes erreurs. Et pour moi, et si je reviens encore plus en arrière, je me souviens très très bien que lorsque j'étais responsable de rayon dans la région de Marseille, je m'étais trompé en commandant beaucoup trop de produits de casques de vélo pour Noël, je me rappelle très très bien. Et mon directeur de magasin, et merci à lui de l'avoir fait, m'a corrigé, m'a donné le sens et m'a forcé à prendre mon véhicule et d'aller livrer de moi-même, en présentant mes excuses, ces casques à d'autres magasins qui en avaient plus besoin que moi. Et finalement, c'est formateur. Je remercie ce directeur de magasin parce que c'est exactement ce que je fais aujourd'hui quand j'appuie sur le bouton des 70 millions d'euros d'investissement chez Decathlon France. Et c'est en faisant plein de petites erreurs au début qu'on gagne en confiance finalement. Même si j'en fais tous les jours encore des erreurs. Du coup, la transition, elle est toute faite, Bastien, parce que je voulais qu'on parle maintenant du modèle de Decathlon, si tu veux bien. Bien sûr. Et notamment qui est quand même assez construit sur l'autonomie, la responsabilité et l'apprentissage. Si tu devais décrire, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'intérieur de Decathlon, le modèle managérial, tu en dirais quoi ? Je dirais que c'est une pépite. Et là, c'est une vraie école de formation.
Exactement. Moi, je suis rentré dans l'entreprise pour ça. À l'époque, c'était marqué on était reconnu comme école de formation. Maintenant, 23 ans plus tard, on fait partie des Great Place to Work. On est une entreprise très plébiscitée des jeunes, dans le commerce, bien sûr. Mais c'est pas un effet marketing. Je le vis depuis 23 ans, Christophe, et je m'efforce à le faire vivre pour chacun des entre 8 et 10 000 personnes qui nous rejoignent en stage, en CDD, en apprentissage chaque année, parce que c'est une réelle bonne école de formation. C'est bien notre fondateur Michel Leclerc qui nous a inculqué certains principes du schéma de management qui s'applique aujourd'hui. Moi, je souhaite dévoiler certains ça marche, parce que je pense c'est très sain à partager, qui est basé sur l'autonomie, mais surtout la responsabilité de prendre des décisions. Donc l'autonomie, ce n'est pas l'autarcie, l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance, parce qu'on est une entreprise, on est devenu, si je peux schématiser, nous sommes devenus une entreprise majeure de la distribution du sport, leader en France, mais d'abord parce qu'on était leader à Montpellier, je l'évoquais tout à l'heure, ou à Fréjus, ou à Antibes comme on est aujourd'hui. On est devenu d'abord leader mondial parce qu'on est d'abord leader local. Et si je donne vraiment la clé de succès de ça, c'est que localement, nous devenons leaders parce que chacune et chacun de nos collaborateurs prend des petites décisions au plus près de leurs conséquences, c'est-à-dire pour satisfaire les clients. Et pour te donner un chiffre, Decathlon France, c'est 180 millions de visiteurs par an. Donc quand on compare à la population française, on a autant de causes racines de satisfaction pour générer l'émotion qu'on a envie de donner aux visiteurs. Et ça, c'est pas une stratégie marquée sur un mur qui le dit. C'est bien chaque collaborateur, dès son stage, dès son alternance, comme moi, il y a 23 ans, je ne le savais pas à l'époque. Mais en fait, c'était dans la relation, dans l'autonomie qu'on me donnait pour satisfaire le client, toujours dire oui. C'est satisfait ou satisfait qu'on s'applique vraiment au quotidien dans notre belle enseigne, parce que nous sommes une entreprise familiale, donc uniquement orientée sur le très long terme. Nous sommes une entreprise familiale, donc nos actionnaires sont d'abord nos collaborateurs, et nos actionnaires collaborateurs sont en connexion directe avec les actionnaires familiaux, et donc on est libre de pouvoir prendre certaines décisions qui peuvent être impactantes négativement à court terme, mais très très bon pour le long terme. Et ça, je pense que d'être le plus libérateur possible des énergies face aux clients, je pense que c'est la source principale de réussite de Decathlon. On parle d'école de formation, et tu parles d'école de formation, ce n'est pas que la formation en tant que telle, parce que Decathlon, c'est quand même en France, je crois, 250 000 heures de formation. Oui. Donc ce qui est quand même assez conséquent. Je ne sais pas combien de pourcents de la masse salariale ça représente. Un peu moins de 3%. Mais ce qui est quand même plus que... Ça veut dire qu'un investissement qui est quand même super important. Mais dans le modèle managérial, il y a toujours quelque chose qui me marque, c'est l'entretien individuel. Oui. Le poids et l'importance de l'entretien individuel. Exactement. Que je peux voir aussi dans des accompagnements en entreprise en essayant de le mettre en place parce que ça apporte beaucoup de choses, mais qui n'est pas si facile que ça, pas suffisamment inspirant pour d'autres entreprises dans d'autres modèles économiques ou d'autres domaines d'activité. Par contre, chez Decathlon, c'est un vrai ça marche. C'est le ça marche. C'est le ça marche. Et quand je disais tout à l'heure que les stratégies, elles ne valent pas si elles sont simplement écrites sur un mur, pour moi, la réponse, c'est bien l'entretien individuel, parce que l'entretien individuel, c'est le moment où s'incarne entre le leader, quel qu'il soit, quel que soit le niveau hiérarchique. Et moi, je fais pareil avec mon équipe, mon codir, je fais pareil avec l'ensemble des collaborateurs que j'anime en direct. Et en résonance, c'est exactement le même exercice qui est fait d'un responsable de rayon avec un alternant, par exemple, ou même un stagiaire. C'est ce que j'ai vécu. Et en fait, ça veut dire quoi l'entretien individuel ? C'est sacraliser un moment de manière très régulière, donc vraiment très très régulière, un moment tourné autour du collaborateur. Oui, parce que c'est l'entretien du collaborateur. C'est un entretien d'un seul collaborateur, donc c'est beaucoup de temps investi. Mais c'est au profit de quoi ? C'est au profit de ce que je disais tout à l'heure, de prendre soin de l'environnement de décision du collaborateur. Ce n'est pas un entretien pour venir contrôler si un travail est bien fait ou mal fait. C'est un entretien pour venir faire s'exprimer notre collaborateur sur quelles sont ses fiertés, qu'est-ce qu'il a envie de décider, pour aller dans le sens, bien sûr, du projet local, du magasin et des stratégies de l'entreprise. Comment ça se structure un entretien ?
Est-ce qu'il y a une trame? Est-ce qu'il y a des étapes? Comment c'est structuré? Alors, je pense que dans tout outil managérial, quelle que soit la structure ou les templates, comme on dit, les roadbooks, on aime bien dire ça, les roadbooks de formation, je pense que la recette principale, ça doit être l'authenticité et la proximité. Moi, je dis toujours à mes leaders, si vous ne rentrez pas dans votre entretien individuel dans la salle en étant certain que ça va être d'abord un moment authentique et un moment de proximité avec votre collaborateur ou collaboratrice, c'est pas la peine d'ouvrir votre ordinateur ou votre calepin. Et ensuite, effectivement, on a, étant donné qu'on souhaite tourner cet entretien autour du collaborateur et de la décision, sont abordés pendant cet entretien d'abord l'état d'esprit de chacun et chacune. Comment tu te sens, voilà. Comment tu te sens, comment ça va depuis un mois où je t'ai rencontré, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu, raconte-moi. Mais vraiment en toute sincérité, authenticité. Et c'est là où, en effet, on peut avoir un double effet. Un premier élément, un effet important, qui, moi, collaborateur, je peux m'exprimer, entre guillemets, vider mon sac. Et un deuxième élément qui est, on peut trouver la bonne fréquence d'audience, de parole entre un collaborateur et son leader. C'est très important, fondamental ce moment. C'est même le moment le plus important, on va dire. Ça se passe des fois autour d'une machine à café. Mais comment tu te sens? Comment tu es? Je vais prendre soin de toi. Et ensuite, c'est une autre partie qui est vraiment dans le cadre de ta mission annuelle. Chacun a une mission annuelle chez Decathlon, au service du sens de l'entreprise, de rendre accessible le sport au plus grand nombre. Et dans ton périmètre, quel qu'il soit, est-ce que si tu es vendeur de vélo ou vendeur de casques de vélo dans ton magasin, qu'est-ce qui t'a donné le plus de fierté depuis ton dernier entretien? Qu'est-ce que tu as mis en place et qu'est-ce que tu as pu mesurer de tangible qui te rend fier? Un élément pour venir sacraliser les évolutions et les résultats qui ont été mis en place. C'est fondamental parce qu'on a des milliers de collaborateurs qui font des choses extraordinaires. Il est nécessaire de bien prendre le temps de venir le reconnaître, ce travail. Et ensuite, il y a bien sûr une autre partie qui est, après avoir bien sûr reconnu le travail réalisé, remonté par le collaborateur, et c'est bien, en quoi puis-je t'aider, moi, leader, pour la prochaine phase? Qu'est-ce que tu auras envie de mener dans ton cadre de décision et d'autonomie? Et là, on se projette plus sur la suite, les semaines à venir. Et c'est là où, dans le meilleur des mondes, ça ne se passe pas toujours comme ça, je suis très lucide, mais le schéma de management est bien construit comme ça, c'est bien. Et moi, leader, je vais devenir un partenaire de mon collaborateur, un soutien, un sponsor. Je vais donner un exemple très concret. J'étais il y a quelques mois dans un entretien individuel avec une de mes collaboratrices et est née la décision d'ouvrir un concept dans sa région, à Bordeaux pour ne pas le nommer, un concept innovant autour de la course à pied. Je ne me suis pas posé en décideur, je me suis posé moi dans mon entretien en sponsor. Bien sûr, pour cadrer le sens de la décision, et après en sponsor, en accompagnement, pour après connecter les bonnes personnes, pour faciliter la mise en œuvre. Et 5 mois plus tard, on vient d'ouvrir, là, il y a 3 semaines, une boutique spécialiste du running, la première de l'histoire chez Decathlon, mais c'est d'abord partie d'une initiative locale, d'un entretien individuel. J'aime bien dire, quand je parle de l'entretien périodique de suivi, et chaque entreprise a un peu son nom approprié. Il y a une entreprise dans laquelle j'interviens qui parle de SAM, c'est suivi d'activités mensuelles, donc ils sont mensualisés. D'ailleurs, la fréquence chez Decathlon en moyenne de ces entretiens, c'est... Toutes les 4 à 6 semaines. Oui, ce qui est quand même une récurrence c'est très régulier. assez importante. C'est un gros investissement, autant que la formation en fait. J'aime bien dire que ce moment-là, c'est le moment où le collaborateur rencontre, mais aussi se raconte. Oui. C'est un moment privilégié. Mais c'est quand même pas si facile que ça. On se rencontre, et effectivement. Avec une petite nuance, par rapport peut-être au suivi, l'entretien de suivi, tu disais de suivi de mesure ou... Oui, suivi mensuel. Suivi d'activité mensuelle. C'est ce que j'ai vu dans une des entreprises. J'ai trouvé intéressant. Parce donc là, on a bien la notion de régularité. Ouais. Moi, j'appuie et j'encourage vraiment à ne pas avoir peur, à identifier ces moments clés de collaboration, de coopération autour d'une décision et pas forcément du suivi stricto sensu des KPI. Parce que très vite,
surtout avec le monde moderne, hein. Moi je peux savoir en temps réel, avec mon téléphone, combien je fais de chiffre d'affaires dans tous mes 320 magasins. Même dans les magasins, hein. Dans tous les, partout. Un vendeur, lui, il a tout connecté à son téléphone. Le premier jour, on lui donne l'outil pour satisfaire le client, pour modifier des prix, pour décider, pour commander un article, pour changer ses gammes. Et donc j'ai envie de dire, l'entretien, pour moi, bien sûr qu'on va parler de mesures pour pouvoir quantifier l'avancement, mais ce n'est qu'une conséquence. Je dis souvent, hein, nous, notre entreprise est en progrès, et je touche du bois, en progrès constant, hein, depuis 49 ans, parce qu'on crée le marché du sport. On le crée, en fait. C'est la raison d'être qui est forte aussi. Mais pour être très honnête avec toi, Christophe, je ne focalise jamais mes équipes. Nous ne nous focalisons jamais sur la finalité d'un KPI particulier de chiffre d'affaires, par exemple. Ce n'est bien qu'une conséquence d'une autre chose qui est bien plus, je pense, noble et long terme, qui est, chez nous, c'est la satisfaction d'un sportif. Parce que, voilà, et ça nous permet, par exemple, très clairement, hein, dans l'entretien, bien sûr, on regarde la mesure, le KPI. Et donc, on fait ce suivi que tu évoques. Mais par contre, si on focalise bien sur la décision de satisfaction du collaborateur, eh ben, peut-être qu'on va se tolérer que un KPI va peut-être pas être très bon pendant un temps donné. Oui, mais par contre, on va construire. Ouais, c'est un investissement. C'est un investissement, exactement. Donc, on comprend bien que l'entretien individuel, il est au cœur de la formation et du développement, et il associe bien le management à la fois de la performance au sens économique du terme, mais aussi du progrès humain. Ce qu'on comprend bien dans ce que tu nous expliques. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'accompagner les managers, qu'ils soient jeunes ou plus expérimentés, à développer cette autonomie, cette responsabilité et continuer d'apprendre de façon permanente? Au-delà de l'entretien individuel, est-ce qu'il y a d'autres choses dans le modèle qui interviennent, qui sont importants pour toi? Oui, bien sûr. On a donc l'entretien individuel, c'est un gros ça marche. Le principal pour le développement personnel. Et ensuite, on a des entretiens collectifs, hein, pour embarquer un collectif. Nous, on est très très à cheval sur la notion de projet local. Je disais tout à l'heure, le projet de Montpellier, c'est pas Bastien à la direction générale de Decathlon France qui a décidé qu'il fallait investir à Montpellier. Hein. Et 2,5 millions. Voilà. Ouais. Bien sûr que je vais être dans le partie prenante de la décision. Mais par contre, moi, je me suis d'abord assuré que l'équipe locale, hein, donc nos jeunes responsables de rayon, direction de magasin, voilà, c'est une équipe qui forme un projet local. Et dans ce projet local, il peut y avoir la modernisation. Et donc, moi, je viens en sponsor de cela. Cette notion d'entretien collectif, on va dire de projet collectif, pour moi, elle est fondamentale parce qu'elle est complémentaire à l'avancement individuel. J'avance en tant que personne dans mon entreprise et dans ma carrière, dans ma mission, et j'avance au sein d'une équipe. Et notre équipe, avançons ensemble. Donc il y a bien entretien individuel, il y a bien le management collectif, et ensuite il y a pour moi d'autres, ça marche, mais applicable selon les cas, encore une fois, hein, de l'accompagnement externe. Voilà. Moi, j'ai pu, à certaines périodes... Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui sont intégrées chez Decathlon. Oui. C'est-dire qu'il y a une autonomie aussi interne. On a une grande école de ouais. formation, une grande école, donc on a une université pour nous, on forme nos jeunes. On a une énorme palette de formation et on en est très fiers. Mais pour autant, des fois, pour certains domaines, on se doit d'aller chercher de l'expertise, de l'apprentissage externe. Exemple très concret, moi j'ai fait partie d'une cohorte où nous voulions ouvrir 25 pays à l'international. Donc on m'a dit, voilà, tu vas partir en Asie, on va ouvrir 25 pays les 5 prochaines années. Moi j'étais pas formé à négocier des baux en Asie, quoi. Ça faisait pas partie de mon package de formation en fait, ni retail, ni dans mon école de commerce ou autre. Et pour autant, là, on a su prendre les moyens. Souvent, on parle des grands chiffres. La formation, c'est important. Il faut mettre des heures de formation. Et moi, vu la volumétrie que l'on a chez Decathlon, je suis très fier d'avoir investi 250 000 heures. Mais là où je suis très vigilant, c'est est-ce que ces heures de formation sont bien celles qui sont appropriées, c'est-à-dire à la demande d'un collaborateur. Et c'est pour ça que moi j'adore quand, en début d'année, dans l'entretien annuel, c'est un collaborateur ou une collaboratrice avec son leader qui dit, en fait, cette année, pour réaliser mon pas supplémentaire dans mon développement personnel, je pense que j'ai besoin de compléter mon arc de formation par telle formation. Ça doit être plutôt une démarche pool, où c'est le collaborateur qui fixe avec son responsable son plan de développement, et il demande. C'est pour moi les deux. Très honnêtement, ce que je dis moi en interne, c'est que chacun sur sa mission, et je me l'applique à moi, c'est d'avoir
70% de zone, on va dire, de verticalité, pas de zone de confort, mais zone d'expérience, d'expertise. Et à côté, que chacun et chacune de nos collaboratrices puisse avoir dans son plan annuel de mission une zone de découverte. On sort de notre zone de confort. Et ça, c'est pas imposé. Je pense que ça ne peut pas s'imposer hiérarchiquement. Je pense que ça doit être un pacte, un contrat, parce qu'on ne va jamais forcer quelqu'un à sortir d'une zone de confort. Mais moi, je m'aperçois qu'à chaque fois que je suis sorti de ma zone de confort, j'ai appris quelque chose qui allait me servir pour la suite. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais dans le modèle managérial, l'importance accordée au projet professionnel des collaborateurs est essentielle, au moins à 2 moments de l'année. Au moment où on fait un peu le bilan des 6 mois, ce qu'on appelle le point mi-année, si j'ai bien compris, et puis l'entretien de fin d'année où on projette le potentiel, l'évolution possible en fonction de ce que la personne souhaite faire, en accord avec son responsable. Donc c'est aussi important ce moment-là. Et cet exercice, tu as raison, cet exercice de projection, pour moi, il est fondamental, parce que, et quelles que soient les ambitions et les trajectoires de carrière des équipes. Souvent, on me dit, oui, mais pourquoi me projeter dans 5 ans si moi, aujourd'hui, je suis responsable de rayon et que dans 5 ans, je veux être responsable de rayon. C'est-à-dire que j'ai un projet de stabilité, d'expérience. C'est un projet en soi aussi. Mais c'est un projet en soi. Bien sûr. Et ça, moi, j'insiste parce que de sacraliser ces moments d'échange, tout simplement en disant, voilà, on ne va pas parler du court terme, mais pendant cet entretien, on va se projeter dans 5 ans. Pour tout simplement pousser chacun des collaborateurs, collaboratrices à avoir cette réflexion de leur triptyque individuel, personnel et professionnel. Et pour qu'à chacune des périodes de sa vie personnelle, un collaborateur puisse orienter sa carrière. Donc fondamental pour non pas faire peur en se disant « Oh, il faut absolument décider ce qu'on va devenir dans 5 ans ». Moi, je ne sais pas, pour être très honnête, ce que je serai dans 5 ans. Mais le fait que j'en discute de manière régulière avec mon leader fait que je suis en sérénité sur le fait que, chez Decathlon, il y a 400 métiers, il y a 70 pays. Ça aussi, c'est que ça aide, c'est qu'il y a plein de métiers chez Decathlon. En fait, j'ouvre le champ des possibles, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle la projection, elle est à 5 ans ? Parce que tu as évoqué plusieurs fois 5 ans. Alors, pourquoi pas 3 ans, pourquoi pas 8 ans ça me surprend, et donc c'est la raison pour laquelle je te pose la question. J'ai envie de dire, c'est tout simplement pour s'autoriser le maximum, le champ des possibles le plus large. Pour être très honnête, avant on disait mais comment tu veux être dans 10 ans ? Ouais. Moi, quand j'étais embauché, mon directeur de magasin qui m'a dit « Qu'est-ce que tu veux être dans 10 ans ?» Ça m'avait choqué, cette question. Naturellement, je ne savais pas ce que je voulais être. Mais je ne sais pas si avec les générations qui arrivent aujourd'hui, et c'est pour ça cette projection... à 10 ans maintenant, probablement qu'on aurait une rupture générationnelle. C'est pour ça qu'on dit à 5 ans, qui est déjà dans le rythme des carrières que l'on a actuellement, et le nombre d'opportunités en interne et en externe, 5 ans c'est déjà loin. Mais l'idée c'est bien justement de se dire, regardons loin, ça nous permet de nous affranchir de la pression du court terme et d'ouvrir tout le champ des possibles. Moi j'ai des collaborateurs qui me disent, moi dans 5 ans je veux... aller vivre en Uruguay, par exemple. Mais bravo, génial. Construisons cela ensemble. Et peut-être que dans 5 ans, ce collaborateur-là, il sera en train de poser un drapeau de Decathlon en Uruguay. Mais si on ne lui pose pas la question maintenant, il y a peut-être une chance de moins qu'il le réalise. Fort de ce que tu as vécu, et pour tous les managers, quelle que soit leur ambition, leur projet professionnel, tu encourages l'expérience internationale, c'est-à-dire à sortir et d'aller au-delà de la France, que ce soit chez Decathlon ou ailleurs d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu encourages fortement ? Merci de me lancer sur ce sujet, parce que vu mon parcours, on pourrait avoir une fausse croyance qui est « Ah, on a nommé le DG France parce qu'il avait été dans 4 pays ». Ça a pour moi été une condition nécessaire, parce que ces expériences-là m'ont forgé et m'ont formé. Mais par contre, je dis non, ce n'est pas une condition nécessaire et ce n'est pas l'autoroute pour tout le monde. Donc je ne l'encourage pas en disant si tu ne construis pas ce plan-là, ça ne va pas marcher. Parce que l'expérience nous montre qu'en fait, il y a plein de voies possibles. Par contre, ce que j'encourage énormément, c'est ce que m'a donné l'international finalement, c'est ce qu'on appelle chez nous des zigs et des zags. C'est de pouvoir partir sur une autre mission, un autre périmètre de l'entreprise qui va tout simplement nous permettre d'aller se confronter à
une nouvelle réalité, une nouvelle culture. Alors l'international, c'est une nouvelle culture, nouvelle langue, nouveau périmètre. Mais par contre, si on part sur un autre pan de l'entreprise, nous on a plein de très très bons exemples. J'aurais pu le faire et peut-être que je le ferai plus tard, de dire l'entreprise Decathlon, c'est les magasins, bien sûr, c'est les entrepôts, bien sûr, comme tu l'as dit, mais on a aussi tout un pan de l'entreprise avec des usines, de la production, voire même du design. Des marques. Et moi, ce que j'encourage, en fait, c'est ces zigzags. D'aller, non pas papillonner, parce qu'il faut quand même construire de la valeur, donc construire des projets sur une certaine durée, mais venir construire un schéma de carrière qui permettra de dire, comme je te l'ai dit en introduction, moi en fait, ça fait 23 ans que je suis là, mais j'ai l'impression ça fait 13 ans que je suis CEO, mais j'ai l'impression d'avoir eu 5 métiers différents en fait. Et donc j'encourage les zigzags. L'international, c'est une des options, mais pas la seule. Il y a une question que je voulais te poser tout à l'heure, et puis après on a développé d'autres points, mais j'ai envie quand même de te la poser. C'est moi, je suis nouveau manager, je suis jeune manager, j'arrive chez Decathlon. Principalement, qu'est-ce qu'on va attendre de moi ? Je dirais la même chose, on dirait la même chose à un jeune stagiaire, une jeune stagiaire, un jeune vendeur à temps partiel. Ce qu'on attend de chacun d'entre nous... Une jeune relève. La relève, pas le stagiaire. Exactement. Ouais. Merci de me reprendre, parce que j'adore, comme je l'ai dit tout à l'heure à la stagiaire que nous avons croisée ensemble, c'est pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. Moi, je suis rentré en stage dans l'entreprise. Et en fait, j'aurais adoré qu'on me dise, ah ben tiens, en fait, tu es la relève, en fait. Et moi, c'est ce que je dis à chacun, c'est qu'on est tous en train de construire notre propre formation pour la suite. Et donc, mes jeunes stagiaires, j'étais avec 150 stagiaires de seconde lundi, là. J'ai pris beaucoup de mon temps pour essayer de leur faire gagner du temps en leur disant, mais là, vous êtes en train de découvrir quelque chose et c'est vous la relève, en fait. Et donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce que l'on attend Principalement, moi, j'attends deux choses. C'est d'abord de trouver une mission qui va faire que chaque matin, on va s'éclater à faire son travail, sa mission. C'est le collaborateur manager qui doit la trouver ? Moi, j'insiste là-dessus. Ça doit venir du collaborateur. Ouais. Moi, ça fait 23 ans que je me lève sous l'expression du pied droit. Je m'éclate, j'adore aller au travail. Et c'est pas une question de j'ai eu des grosses responsabilités. Non, je m'éclate autant maintenant que ce que je m'éclatais quand j'étais stagiaire dans le magasin d'Aix-en-Provence. Et c'est vraiment pour moi le dénominateur commun, c'est de dire, en fait, je vais au travail en ayant l'impression que c'est pas vraiment un travail, parce que je donne autant que je reçois autant que je donne. Et ça, c'est fondamental, je pense, parce que bien sûr, il y a le côté alimentaire, le côté professionnel, il faut qu'on ait un métier, bien sûr. Mais moi, je fais partie de ceux qui se disent, en fait, des opportunités, il y en a partout. Le chômage, finalement, quand on compare au reste du monde, il est sous grande maîtrise et des opportunités, il y en a plein. Et c'est pas une question de diplôme, c'est pas une question de réseau. Il faut savoir pousser les portes. Et les portes, il y en a beaucoup. Par contre, c'est très important de savoir se dire, mais est-ce que ce que je fais, ça me fait triper ? Parce que forcément, on va mieux faire son travail. Et je pense qu'on va être dans des meilleures conditions pour s'ouvrir d'autres portes, qu'elles soient évolutives ou d'expertise. Ça, c'est le premier. Vraiment, se poser cette question, est-ce que je suis aligné avec moi-même ? Voilà, et aller chercher les sources de motivation intrinsèques. Est-ce que je suis aligné avec moi-même ? Et la deuxième chose que je vais attendre d'un jeune entrant chez Decathlon, en l'occurrence, c'est de ne jamais perdre de vue le pourquoi nous travaillons. Et là, en l'occurrence, c'est le pour qui chez Decathlon, et que chacun des 180 millions de visiteurs qui va être en contact à un moment avec un de nos gilets bleus, il puisse percevoir avec excessivité cette passion, cette vitalité, cette générosité, cette authenticité que Decathlon essayons de mettre dans nos produits, en fait. Et donc moi, j'ai envie de dire, j'attends ce que chacun qui a été recruté normalement sur base de vitalité et de responsabilité, c'est nos valeurs chez Decathlon, puisse être excessif dans la façon de le démontrer. N'ayons pas peur d'être excessif en face de nos clients, en fait. J'étais justement en train d'aborder le lien entre le sport et le management, parce que là, pour le coup, c'est une vraie opportunité. Beaucoup de décathloniens, la plupart, sont des sportifs, et c'est pas une question de niveau, c'est surtout la pratique et l'état d'esprit que ça amène. Est-ce que cet état d'esprit sportif, qui est dans l'ADN de l'entreprise, il est aussi présent dans le management ? Est-ce qu'il est
calqué dessus sur des termes comme performance, coaching de la performance, le droit à l'essai-erreur, le jeu collectif. C'est des choses qu'on entend régulièrement. Et est-ce que du coup le management s'appuie sur ça? Bah écoute, moi je suis rentré chez Decathlon parce que j'aimais le sport. Je voulais faire de la distribution, mais je suis rentré chez Decathlon parce que j'aimais le sport. Et l'histoire m'a montré après que j'ai eu quelques expériences en parallèle, dans ma zone d'inconfort, dans d'autres industries, et je m'aperçois que les recettes managériales d'un secteur peuvent s'appliquer dans d'autres secteurs. Par contre, il est une réalité que moi je pratique et j'observe auprès de mes collaborateurs chaque semaine, chaque jour. Encore hier, j'étais dans un vestiaire le midi. Le sport fait partie intégrante de notre calendrier, de notre schéma de management. Et donc, parce que le sport est un vecteur de transmission très important. Le leadership, c'est quoi? Le management, c'est quoi? C'est transmettre. Je suis un manager, je suis nul si je n'arrive pas à transmettre soit une compétence, soit Ceci dit, tout le monde ne le voit pas comme ça. Oui, mais moi, j'en suis persuadé, ça. Il y a beaucoup de managers encore dont on peut considérer que le pouvoir, c'est le savoir, quoi. Oui. Et qu'on a tendance, des fois, à vouloir le garder. Ça existe encore. Ça existe. Moi, je suis convaincu et j'adore m'émerveiller. Je vais te donner un exemple très concret. Moi, j'ai un comité de direction qui est extraordinaire. Je m'émerveille. D'ailleurs, j'espère qu'ils ne vont pas regarder, parce que sinon, ils vont me le mettre en entretien de fin d'année. Je m'émerveille de voir ô combien, chacun dans leur domaine, ce qui sont tous spécialistes de la finance, de l'humain, du retail pour les autres, ils sont meilleurs que moi sur leur domaine. Je m'émerveille de ça, en fait. Moi, mon job, j'ai bien vu en rentrant en France, qui était bien différent d'un pays qu'on allait ouvrir, où là j'avais beaucoup de choses à apprendre, à faire apprendre à mes collaborateurs. Là j'ai tout de suite vu en France, avec 50 ans d'expérience et d'expertise managériale, que c'était pas le contenu du management que j'allais apprendre, mais plutôt la façon de le faire. Et donc moi j'ai vraiment appris ça ces 3 dernières années, qui est que je pense que le rôle du manager, c'est vraiment un rôle de transmission. Et j'ai même envie de préciser, si tu me permets, je pense que c'est encore plus un rôle d'amplificateur, de résonance et d'amplificateur. Résonance et d'amplificateur sur les stratégies. Je suis un manager, je reçois la stratégie de l'entreprise, et mon rôle, c'est bien sûr de la transmettre, mais en l'amplifiant idéalement. Moi, j'adore voir une stratégie qui est impulsée au Global Decathlon France, et que quand je vais dans un magasin, elle est sublimée en fait. Bastien, est-ce que si je ne suis pas sportif ou quelqu'un qui n'a jamais pratiqué le sport et qui souhaite intégrer l'enseigne parce qu'il en est pour autant passionné, parce qu'on sait qu'il y a aussi dans les produits et services distribués beaucoup d'extensions d'usage. Et donc je peux avoir une passion pour l'enseigne et ne pas forcément être sportif. Est-ce que je peux réussir à prendre des responsabilités si je ne suis pas sportif? Et réussir à évoluer professionnellement chez Decathlon? Évoluer très certainement. Très certainement, on n'a pas de conditions de pratique de sport ou de niveau de sport pour évoluer chez Decathlon. Moi, je suis un sportif amateur, je l'ai dit tout à l'heure, et on a des niveaux, on a des personnes dans l'entreprise qui ont des niveaux de pratique. Moi, je travaille à 3 mètres de Méline Rollin, qui représentait la France aux Jeux Olympiques sur la course à pied. Et elle est à 3 mètres de moi, sur le plateau à la DG. Et le midi, quand on va courir, on part ensemble, mais naturellement, on n'est pas ensemble. Et pas simplement parce qu'on n'est pas dans le même vestiaire de genre. C'est simplement qu'on n'a pas du tout, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Donc le niveau sportif n'est pas discriminant. Mais pour autant, pour être très clair, nous avons une culture très très forte autour du sport, ça c'est autour du client d'abord, je l'ai dit, et autour du sport. Et donc c'est clair que la personne qui, dès l'entretien d'embauche, ne va pas s'ouvrir sur la pratique du sport, va peut-être sûrement avoir du mal à s'acculturer. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le midi, les gens vont faire du sport. Pendant les entretiens, les fameux entretiens que tu évoquais, les points mi-année ou les entretiens annuels, on va faire du sport. Moi, là, je suis en déplacement. J'étais à Montauban et Albi, là, il y a 3 semaines. Le matin, à 6h30, 7h, mais pas parce qu'on l'a mis dans l'agenda. Parce qu'on est des passionnés, parce qu'on a envie de passer un moment ensemble d'oxygénation. Le matin, avant le petit déj. Ça désacralise aussi un peu. On est ensemble, il n'y a pas de hiérarchie, on est ensemble avec les équipes locales, le terrain, et on est tous ensemble. Et après, dans les vestiaires, on est tous ensemble. On tombe le maillot. Et pour moi, ça, c'est très important. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui n'aime pas le sport, il n'y a aucune raison qu'il postule, ça, c'est certain. Quelqu'un qui ne va pas
quelqu'un ne va pas pouvoir s'épanouir s'il ne prend pas du plaisir à la pratique. Mais encore une fois, ce n'est pas une question de niveau, c'est une question de... nous, le sport fait partie de notre modèle de management. Il ne se passe pas une réunion collective sans qu'on ne fasse pas du sport. On comprend quand même dans ton témoignage que ce qui est incarné aussi très fort dans l'entreprise Decathlon, l'humain est quand même au cœur, c'est-à-dire que c'est pas simplement un motif ou un effet d'annonce, c'est une réalité. Comment l'humain, tu le gères dans les périodes de crise? Parce qu'à ton niveau de responsabilité, on évoquait notamment ensemble en aparté les moments de crise type les émeutes qu'on a eues il y a quelques semaines. On évoquait aussi l'inflation qui à un moment n'est pas maîtrisée. Comment tu gères l'humain dans ces moments-là? Parce qu'il y a ta responsabilité à toi, il y a tout ce que tu dois gérer. Et on viendra un peu après tout le management de l'incertitude, parce que c'est quelque chose aussi que je trouve intéressant. Mais déjà sur l'humain étant au cœur, comment tu gères l'humain quand tu es dans des périodes de crise comme ça que tu n'as pas forcément prévues? Alors le principe d'une crise, c'est qu'on ne peut pas la prévoir. En tous les cas, on ne peut pas prévoir le moment où elle arrive. Et l'expérience m'a montré, en ayant discuté avec mes prédécesseurs, parce que bien sûr, on apprend tous de nos pairs. Et donc, je ne peux pas dire que j'ai découvert le rôle de CEO Decathlon France il y a 3 ans. Je me suis imprégné d'échanges avec ceux qui ont fait le métier avant moi, ceux et celles qui ont fait le métier avec moi, et on partage. Mais globalement, ce que je te dis, c'est globalement partagé, c'est que des crises, il y en a toujours eu. C'est le propre, on va dire, d'un responsable de pouvoir gérer une crise. La réalité, c'est un fait, et on peut le lire dans les journaux, c'est que ces derniers temps, on va dire ces petites années, il y a eu une accélération du nombre de crises, du type de crise et de la volatilité, c'est-à-dire de l'intensité des crises. Dit autrement, lorsque on pouvait avoir une crise de temps en temps sur un sujet et cette crise pouvait durer longtemps et après elle s'arrêtait, là maintenant, toutes les semaines il peut se passer un truc. Et donc bien sûr qu'on peut être formé, et nous sommes bien sûr, on accompagne nos responsables et on forme nos responsables à comment on gère une crise, la gestion de crise, il y a plein de bouquins là-dessus. Par contre la réalité c'est que la réaction de l'humain dans la crise, elle est prépondérante, elle est primordiale. Moi je vois que le dénominateur commun de l'ensemble des situations, pour ne pas dire crise, il faut pas. Voilà, nous ne sommes pas dans un pays en guerre, ça reste des crises conjoncturelles, on va dire. Donc ce qui est sûr, c'est que l'ensemble de ces crises-là, le dénominateur commun, c'est qu'à chaque fois, le facteur humain, il est déterminant dans l'impact et la résonance de cette crise. C'est-à-dire que la façon dont on va le gérer, la proximité qu'on va générer avec l'équipe qui est impactée, la notion d'escalade du scénario de crise, c'est-à-dire qui intervient sur quoi, à quel moment, selon si la crise elle est interne, externe avec les médias, externe, c'est-à-dire complètement externe géopolitique par exemple, mais avec des impacts pour nous. Selon les scénarios, la structure de la crise peut avoir un impact plus ou moins important. Et en fait, quand je dis un impact, c'est un impact sur nos équipes. Voilà. Un média qui dit quelque chose sur notre entreprise, avéré ou non, et en l'occurrence ces derniers temps nous avons eu beaucoup de diffamations qui ont été portées ou amplifiées par certains médias non avisés. Et bien ça, chez nous, dans l'humain, dans l'humain de l'entreprise, ça génère une caisse de résonance négative. Et donc nous, on doit vraiment avoir une approche, un accompagnement très fort pour à la fois gérer la crise quand elle arrive, mais surtout pour protéger ceux qui la subissent en fait. Mais du coup, comment tu maintiens toute la cohésion dont tu parlais tout à l'heure, comment tu maintiens l'engagement et le sens chez les équipes, et notamment le sens peut-être du client? Pour moi, le maître mot, alors c'est pas facile, pour être très honnête, tu évoquais les doutes en préambule, je veux surtout pas, même si je suis en témoignage là, la situation de crise, c'est quelque chose qui est inconfortable et qui fait partie de ces peurs inhérentes, pas 24/24, mais on sait très bien que la crise à laquelle on ne va pas s'attendre et qu'on ne va pas pouvoir gérer, ça peut être un accident, ça peut être un accident, un décès, ça arrive malheureusement. C'est très rare, mais ça arrive. Et bien sûr que c'est la plus grande peur du dirigeant ou du responsable d'une manière générale, parce que ça nous touche humainement. On n'a pas prévu ça dans sa semaine. Et voilà. Il n'y a pas de méthode en fait pour gérer ça. Ouais, moi je pense que managérialement, je pense que il y a la prévention dans les formations, on va dire pour pas se sentir seul. Je pense que la clé de voûte, c'est la communication interne. C'est la rapidité, on va dire, et la fluidité
que nous allons être capables de générer à partir du moment où la crise sort, pour raccourcir le moment, raccourcir la distance entre celui qui entend la crise ou qui a la crise, celui qui va la gérer sur les différents angles, parce que souvent une crise, il n'y a pas qu'un seul acteur sur la crise, il y a celui qui va s'occuper des médias, il y a celui qui va s'occuper de l'interne, celui qui va s'occuper des collaborateurs, mais bref, c'est ce qu'on appelle une cellule de crise. Et moi je pense que la clé pour répondre à ta question, c'est la fluidité, la cohésion et la fluidité de communication dans les parties prenantes pour faire en sorte que la personne qui est le plus en contact avec l'impact de la crise, donc notre collaborateur par exemple, si on a un souci opérationnel sur un magasin, j'ai eu très récemment un souci sur un magasin, gestion de crise avec un accident, une personne qui fait un arrêt cardiaque sur un magasin, un client, ça arrive. Bon, mais là, il y a une cellule de crise qui se met en place, et l'objectif, c'est que la personne qui est en face, qui est en réaction dans la vie réelle, qui doit pratiquer les premiers secours, les premiers massages cardiaques, et que cette personne-là, le plus rapidement possible, elle se sente épaulée, secondée et accompagnée par tout l'écosystème qui va gérer, qui va l'aider. C'est-à-dire qu'il y a des protocoles aussi qui existent auxquels les gens sont formés ? Chez Decathlon, oui. Et pour être très honnête, moi depuis 3 ans, une des premières choses que j'ai fait en arrivant, c'est rafraîchir le protocole. Pour la bonne et simple raison que on analyse très bien la volatilité du contexte en fait. Ça peut être une grève, ça peut être oui effectivement les émeutes qui ferment les magasins. Et on a eu des magasins qui ont été mis à sac avec des vols de munitions dedans. Enfin, c'est des choses qui n'arrivaient pas avant en fait. Et donc j'ai envie de dire, c'est la prévention, il y a des protocoles, mais ensuite dans la gestion de crise, l'humain est le facteur déterminant pour que chacun joue un rôle, que ça soit bien huilé, mais que le rôle de chacune des personnes de la cellule de crise, et moi en premier, parce que je suis une partie de cette cellule-là, on soit tous au service de très très rapidement faire en sorte que la personne qui subit le plus la crise, elle ne se sente pas toute seule. Parce que c'est ça en fait. On évoquait aussi ensemble justement la gestion des émotions et tu me parlais notamment de l'intelligence émotionnelle. Alors elle n'est pas reliée qu'à la gestion de la situation de crise, mais en même temps elle en fait partie. C'est un sujet ça, l'intelligence émotionnelle, je crois, pour Decathlon et notamment pour toi en tant que leader de la France. Est-ce que tu peux nous en parler un peu sur ce que tu essayes de mettre en place, ce qui te semble important et peut-être le relier à ce qu'on est en train de parler, mais peut-être même le dépasser. Oui, l'intelligence émotionnelle, merci d'aborder ce sujet parce que je m'aperçois, alors c'est avec on va dire le peu de recul d'uniquement 20 ans de ma propre expérience, mais j'essaie de me nourrir un petit peu de ce qui se passe à côté avec d'autres acteurs dans d'autres industries avec qui on partage. Il est évident que la relation avec un grand R, social, sociétal, a évolué ces dernières années. Et c'est pas qu'une histoire d'écran, c'est pas qu'une histoire de repli sur soi des populations. Il y a une réalité, c'est que la relation entre les gens, entre les enseignes, entre les marques et la population a évolué. Et pour autant, nous on sait, et on a déjà mesuré que nous avons un devoir, nous entreprises, et dans les entreprises il y a Decathlon pour le sport, mais moi dans le sport, j'ai un devoir de créer la meilleure relation avec un grand R dans un rôle sociétal pour faire bouger le maximum de personnes, pour donner notre rôle sociétal pour le sport et le bien-être qu'il apporte. L'intelligence émotionnelle rentre en compte à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que je pense que quand la distribution ou quand le management est arrivé, le management dans la distribution est arrivé dans les années 60, c'était déjà une révolution, mais ça a été très vite un outil en fait. Il y avait des outils de management, il fallait achalander les rayons, on mettait les produits, on mettait un prix et ça marchait. La réalité, c'est que ces fondamentaux-là sont toujours nécessaires, mais plus suffisants. C'est-à-dire que maintenant, pour faire bouger une entreprise, pour parler, pour faire s'exprimer le sens de l'entreprise auprès de tous les visiteurs, il faut qu'on en fasse beaucoup plus, et ça commence par notre management. Donc le management émotionnel, faire que moi je fasse depuis, en l'incarnant déjà moi-même, la plus grosse expression de ce que je souhaiterais que chacun de mes collaborateurs transmette aux clients Decathlon, ça dépasse on va dire la technique ou le process
de gestion d'un magasin. C'est vraiment, et c'est pour ça que j'aime bien parler d'intelligence émotionnelle, et qui est, je trouve, en train d'avancer, hein, notamment on est en train pas de révolutionner, mais de faire vraiment évoluer les modèles. Moi je suis très fier parce que nous sommes en train de découvrir, de mettre une émotion différente dans le leadership avec des leaderships qui sont différents, hein, et c'est pas qu'une question de genre, même si il y a 20 ans, les métiers du retail étaient très genrés, hein, c'est pas une critique, c'est un constat. La réalité, c'est que maintenant, nous équilibrons. Moi, j'ai une expression de leadership complémentaire entre le leadership masculin et le leadership au féminin qui est extraordinaire, en fait. Extraordinaire de complémentarité. Je veux surtout pas opposer les genres, les deux genres. C'est bien la complémentarité qui est super puissante. Parce que l'intelligence émotionnelle, hein, le management émotionnel, il rentre en musique, justement. Je veux bien qu'on ouvre le pan du management de l'incertitude, parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse, et je pense qu'il est intéressant pour le plus grand nombre. C'est vrai que le monde bouge vite, il va même plus vite que les process. Et quel est ton niveau de... Est-ce que tu es à l'aise dans cet environnement qui devient presque ton quotidien, et comment tu arrives à prendre des décisions sans forcément tout savoir, parce que tu ne peux pas tout prévoir. Tu as complètement raison, Christophe. L'incertitude n'est plus une constante exceptionnelle. La crise n'est plus quelque chose d'exceptionnel, même si c'est des petites crises. Heureusement, il n'y a pas que des grosses crises, mais grosso modo, ça fait partie de l'environnement. Et donc l'incertitude, elle est amplifiée, et je pense que c'est sain de le considérer comme cela, et comme ça, au moins, on n'a plus peur de l'incertitude. Je pense que le propre déjà du nouveau leadership, hein, du leadership d'aujourd'hui déjà, mais encore plus de demain, c'est, je pense qu'on ne peut bien réussir son job de leader que si on n'est pas tétanisé par les effets de l'incertitude. Moi, j'ai pu apprendre ça ces derniers temps, mais à force d'apprentissage, à force d'erreur, encore une fois, Christophe, de manière très humble, hein, je te partage que les premières crises, la première grève qui arrive, ou la première crise avec un client dans un magasin, au départ, on est tétanisé parce qu'on ne sait pas faire. Et finalement, avec l'expérience, on construit. Et moi, je pense que le leadership de demain doit se construire autour de l'acceptation d'abord de l'incertitude, et ensuite de se dire, le leader qui saura non pas anticiper les nouvelles choses, qu'il y a toujours des nouveaux insights, comme on dit, mais tout simplement qui pourra prendre chacune des incertitudes, non pas comme une future potentielle crise ou contrainte, mais comme une opportunité, seront les grands dirigeants de demain. Incontestablement. Je donne un exemple très concret dans mon industrie, l'industrie du sport. On entend à la radio, on le voit que nous sommes dépassés par un environnement qui est propice à inégalité entre des entreprises qui sommes en France, qui fabriquons pour beaucoup d'entre nous une partie de nos produits en France, qui embauchons des gens en France, et bref, qui passent exactement sur le même pied d'égalité que certaines plateformes qu'on entend à la radio ou à la télé. C'est une réalité, c'est une incertitude. Il y a deux cas de figure. Soit on attend que les choses se fassent d'elles-mêmes et on prend un gros risque, c'est de se faire déstabiliser dans notre modèle. Soit on prend cette incertitude. Est-ce que ces plateformes Temu, Shein seront le grand succès de demain? Moi, j'ai mon opinion personnelle, mais ce qui est certain, c'est qu'en tant que leader de Decathlon, je le prends maintenant, je le vois comme une énorme opportunité d'être encore meilleur dans ce qui sera nos singularités de demain. Pour être très concret, je ne vais pas aller me battre pour faire de la marchandise à basse qualité, en grosse quantité à basse qualité, mais par contre, je vais plutôt aller développer, ça me pousse à développer la consommation de demain, la seconde vie, l'éco-conception. Ça crée des opportunités. Et ça, je pense que c'est une incertitude que l'on transforme en opportunité. Et donc, je pense que, accepter l'incertitude et travailler pour essayer de détecter chaque opportunité dans chacune des crises ou d'incertitudes, je pense que c'est une des clés de demain. Et du coup, ça veut dire qu'il faut aussi former les gens à ça. Oui. Est-ce que c'est, d'ailleurs, je dis, c'est une affirmation, mais est-ce que c'est possible de former les managers à ça? Alors, les former à chacune des incertitudes, je ne pense pas, mais en tous les cas, moi, si j'avais un conseil à donner au moi-même d'il y a 4 ans, peut-être que je me dirais à moi-même, t'enflamme pas quand il va y avoir une incertitude, n'aie pas peur. Tu sauras faire. Et je pense que
ça, on peut préparer, on va dire, dans l'état d'esprit, on peut préparer pour limiter les effets de déstabilisation de l'incertitude. Mais et après, je pense honnêtement que c'est un état d'esprit. Et là, il faut qu'on le développe, et particulièrement, je pense, dans la culture franco-française, que moi, j'adore. Je suis pour le coup culturellement très chauvin. Après avoir découvert beaucoup de cultures, j'adore ce que l'on vit et ce que l'on a en France. On a une chance énorme. Cependant, de manière culturelle et dans l'entrepreneuriat, je pense que nous avons un intérêt à aller développer le positivisme des angles de vue, en fait. Ce qui est très bien fait dans le monde anglo-saxon, où tout le monde voit tout de manière amazing, brilliant, extraordinaire. Alors qu'en France, on a plutôt tendance à avoir culturellement peut-être un peu les freins. Et ça, je pense qu'on a peut-être un peu de travail. Je te propose de rentrer dans la minute anti-cliché. J'ai quelques propositions à te faire sur des idées reçues, croyances qu'on peut entendre dans les couloirs quand on navigue dans l'entreprise, et peut-être même que toi tu as déjà entendu. J'en ai une pour toi comme ça, c'est tiens, finalement, est-ce qu'on peut dire qu'un manager, c'est quelqu'un de charismatique et sûr de lui? Charismatique et sûr de lui. Charismatique, je pense que oui. Je pense qu'un leader doit être charismatique pour mettre son équipe en projet ou son entreprise en projet pour embarquer. Encore une fois, je pense qu'un leader n'est pas quelqu'un qui sait fondamentalement faire, mais il sait embarquer des compétences qui le dépassent, qui sont meilleures au service d'une cause qui dépasse tout le monde, en fait, du projet. Donc charismatique, pour ça, je pense qu'il faut une capacité d'engagement et donc de charisme. Sûr de lui, par contre, je dirais non. Et bien sûr que je pense, si tu vas demander à mon équipe ou si on m'observe en interne, probablement qu'on dira non, mais Bastien, bien sûr qu'il est sûr de lui quand il nous parle. Et probablement, et j'espère que je m'exprime avec conviction. Est-ce que pour autant je suis sûr de moi? Clairement non. Moi j'ai mes périodes de doute, j'ai mes sujets de doute, et je pense que ce n'est pas un aveu de faiblesse. Je pense que c'est une lucidité qui est, je pense, naturelle, et deux, qui est aussi une arme pour se dire, en fait, non, je ne suis pas la réponse à tout, et je peux me tromper, et c'est pas grave. Bastien, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et que tu n'aurais jamais osé faire il y a 5 ans? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui que je n'aurais jamais pu faire? Ou que tu n'aurais pas osé faire? On évoquait ensemble notamment les réseaux sociaux. De risque. Réseaux sociaux. Oui. J'ai deux exemples. Tu me parlais notamment de LinkedIn. Oui. Et j'ai une deuxième question qui vient derrière ça. Mais... Ouais, j'ai 2 exemples. Je vais répondre sur 2 facettes. Un, bien sûr, on va dire la résonance sur les réseaux. Et deuxième, si tu peux me donner 2 exemples, si je peux, 2 illustrations, c'est la notion de prise de risque. Je commencerai par la deuxième. Il y a 5 ans, je n'aurais probablement jamais pu engager autant de prise de risque avec autant de, je ne vais pas dire de certitude parce que je ne suis jamais en certitude, mais autant d'aplomb. Et ça c'est quelque chose que je souhaite diffuser auprès des jeunes leaders d'aujourd'hui et de mon équipe, mais aussi de ceux qui peuvent nous écouter. C'est qu'en fait, cette prise de risque, moi, elle me galvanise en fait. Et je me dis, si j'avais su, j'aurais pris peut-être encore plus de risques plus jeune dans ma carrière. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir la tête brûlée, mais j'ai pu découvrir là ces derniers temps qu'en fait la prise de risque, elle est super saine à partir du moment où elle est, je vais pas dire structurée, mais qu'elle est étudiée. Donc moi, je pense prendre des risques très très forts aujourd'hui que je n'aurais pas pu prendre avant, pour la bonne et simple raison qu'à chaque décision que je prends, c'est des grosses masses que je vais bouger, des millions d'euros, des centaines de personnes, etc., etc. Mais par contre, à chaque fois, dans chacune de décisions, j'ai mon arbre de décision et j'encourage chacun à l'utiliser. C'est bien de dire, face à une décision, un leader doit engager des décisions, sinon on ne bouge pas. On doit bouger, quoi qu'il arrive.
avancer. Et ben, c'est toujours éclairer l'ambition, le risque gagnant maximum, et aussi pouvoir éclairer ce que moi j'appelle le risque perdant maximum ou le risque perdant acceptable. Et le fait de réfléchir à ces deux extrêmes, et ben, ça permet d'appuyer sur le bouton ou non d'une prise d'initiative. Et moi, en tous les cas, je m'étonne encore et je m'éclate à me dire, ça, j'aurais jamais pris ça comme décision. Mais c'est génial, en fait, ça porte encore plus de fruits. Premier élément, la prise de risque. Et encore une fois, si elle est maîtrisée, je pense qu'il faut l'engager le plus vite possible, en ayant conscience, bien sûr, du risque et en se faisant baquer par le risque perdant acceptable. Le deuxième élément, c'est l'exposition. Bon, aujourd'hui, donc on parle des réseaux, j'ai découvert, mais par la force des choses, moi j'étais pas du tout connecté, je suis plutôt un boomer, comme on dit, sur la place, je suis plutôt vintage, je préfère dire vintage d'ailleurs que boomer, j'ai pratiquement l'âge de Décathlon, mais j'ai découvert en revenant en France que je savais que je devais embarquer mon équipe d'abord, nos 16 000 collaborateurs, et au-delà, faire bouger, faire promouvoir Décathlon comme le partenaire français, sportif préféré des Français. Et donc que j'avais un rôle qui me dépassait, qui appartient à Décathlon. C'est pas Bastien qui s'exprime, mais qui appartient à Décathlon de savoir s'exprimer, savoir faire bouger certaines lignes pour le sport. Et donc un des outils qui m'a été proposé, c'est de commencer à jouer un rôle sur ces réseaux, et comme beaucoup de dirigeants d'ailleurs, j'ai lu que je crois que c'est 35 ou 40% des dirigeants utilisent cette plateforme, la plateforme LinkedIn, pour essayer de diffuser. Moi je le fais pour essayer d'amplifier la proximité que j'aimerais avoir avec chacun de mes vendeurs, chacun des visiteurs de nos magasins, pour dire, regardez, si vous suivez Décathlon France, si vous me suivez, je vais vous témoigner avec authenticité ce que je vis dans mon entreprise. Et donc, j'utilise ça, c'est des posts que je fais moi-même, que j'écris moi-même, dont les photos, je vais les prendre moi-même, pour tout simplement essayer de montrer les coulisses que je découvre tous les jours et qui m'émerveille, même moi, alors que ça fait 23 ans que je suis dans la boîte. Et du coup, je me dis, je me dois de le partager pour deux raisons. Un, pour diffuser les bonnes pratiques à tous ceux qui veulent qui voudraient les mettre en pratique, déjà chez Décathlon, mais pas que. Moi, j'estime qu'on a un rôle au-delà de cela. Et deux, aussi pour prendre un rôle qui est que on a des choses incroyables qui se passent sur le territoire français. Moi, je m'exprime que sur le sport et que chez Décathlon. Et donc, j'adore être un diffuseur de bonnes nouvelles, en fait, un diffuseur de sport. J'ai une dernière question, Bastien, et on arrive à la fin de cette émission, et je voudrais que tu me répondes en une phrase. Qu'est-ce qui fait que tu es encore dans cette entreprise depuis 23 ans, là où il y a beaucoup de turnover, de mobilité aujourd'hui, encore aussi motivé, comme on a pu le voir, aussi investi et aussi aligné avec l'entreprise? En une phrase. En une phrase, je dirais que si je suis encore là, alors que ce n'était pas prévu, j'avais bien dit en introduction que j'étais pas rentré en me disant je ferai carrière chez Décathlon, dans la même entreprise en plus. Si je suis encore là, c'est, je pense, pour deux raisons. La première, c'est que depuis 23 ans et chaque matin, et même chaque jour, malgré la difficulté des missions qui me sont données au fur et à mesure, c'est je me sens fondamentalement aligné avec ce que je suis. Dit autrement, même si je parle de rôle depuis tout à l'heure, de mandat, je n'ai pas l'impression de jouer un rôle. Je suis moi-même et je fais de mon mieux. Ça, c'est très important. L'alignement avec ce que je suis, ceux qui me connaissent à titre personnel, ils voient sur les réseaux que je suis le même. L'alignement avec soi-même, je pense que c'est une des raisons pour laquelle je suis encore chez Décathlon. Et la deuxième, pour terminer la phrase, j'ai mis une petite virgule pour rester dans le... J'ai vu. T'as vu pour rester dans l'exercice. Et la deuxième, c'est que l'entreprise me permet une dynamique de gestion de carrière et me permet tout simplement de pouvoir dire, moi, en 23 ans, c'est pas 23 ans, j'ai eu 8 rôles différents, 8 métiers différents. J'ai l'impression d'avoir eu plein de vies déjà et j'espère que j'en aurai encore plein. Merci Bastien, c'était un super moment. Merci de nous avoir consacré du temps, de t'être rendu disponible et d'être venu témoigner dans cette émission.
Merci Christophe. C'est donc la fin de cette émission Momentum et je vous rappelle que c'est important pour nous que vous likiez, commentez et partagez autour de vous cette émission. Ça nous aide pour développer ce projet. Et si vous souhaitez venir témoigner, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On vous mettra nos coordonnées dans la ligne commentaire et on sera évidemment ravis de vous accueillir. Je vous dis à bientôt.